Et nous allons passer à la dernière table ronde dont le thème est quelle place de l'IA dans le Web 3. Donc, monsieur aussi. Donc là, on va un peu ouvrir le sujet du Web3 à l'intelligence artificielle. Et on va d'abord donner la parole à Corinne Thiérache, qui est avocate au barreau de Paris depuis 1994, aujourd'hui associée au sein du cabinet Alérion, où vous dirigez les départements droit des technologies et du numérique, propriété intellectuelle et privacy. Donc vous êtes membre de Cyberlex depuis 1998 et vous avez été présidente et vice-présidente de 2005 à 2015. Donc, l'IA Act vient d'être adopté par le Parlement européen. Il reste encore aux États membres de l'adopter définitivement, ce n'est pas encore terminé. Que pensez-vous de ce règlement? Quid des futurs régimes de responsabilité délictuelle? La régulation de l'IA est-elle souhaitable pour vous? D'autant beaucoup de questions, en plus des questions liées à l'éthique, dont qu'il faut se poser. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, effectivement, la question est à deux niveaux. D'abord, faut-il une régulation? À mon sens, oui. Est-elle possible? Certainement, mais ça ne va pas être facile. Et effectivement, si on revient à la genèse des réflexions européennes, et ça, on doit en être très fiers, très très tôt, la Commission européenne a préparé un projet dès 2018. Donc après, il y a eu aussi, on a eu une position de l'UNESCO, très rapidement aussi, en novembre 2021, qui a alerté sur la nécessité, certes, on voyait arriver l'intelligence artificielle, mais il fallait que toujours cette intelligence artificielle soit au service de l'humain, et non pas que l'humain soit au service de cette intelligence artificielle. Donc ça aussi, on doit en être fiers. Après, on a eu une politique, une orientation générale du Conseil de l'Europe, Conseil européen, qui a déjà dit qu'il fallait que certainement on traite de manière particulière ce qu'on appelle les intelligences artificielles dites conversationnelles génératives, car, comme je vais le dire plus avant, n'étaient pas forcément identifiées comme étant des outils d'intelligence artificielle à haut risque, à risque élevé. Et donc là, on se pose la question de savoir si ce ne sont pas des instruments que l'on va dire à usage global, à usage, comme on dit exactement, à usage général, et que le Parlement a rectifié mercredi dernier en parlant de finalité générale. Donc tout ça vient donc dans c'est-à-dire parce qu'on parle beaucoup du règlement d'IA, IA Act, mais tout ça, pour ça que je m'étends un peu sur la genèse, ça vient de très loin, ça vient déjà de 2018. Effectivement, en 2018, on n'en parlait pas tant que ça. Maintenant, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que comme vous ne l'avez certainement pas, ça ne vous a pas échappé, on parle beaucoup de ChatGPT et que maintenant le public, on va dire le tout à chacun, s'est saisi du sujet. Et alors, que l'Europe se saisisse du problème, c'est une très bonne chose. Alors, du problème, entre guillemets, parce que moi, je suis plutôt de la catégorie des gens qui voient plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et je considère là aussi, mais ça a été dit précédemment aux présentes tables rondes, qu'au contraire, l'intelligence artificielle, il faut voir ça comme une opportunité, que peut-être qu'on a fait en sorte de diminuer l'humain, et que peut-être l'intelligence artificielle, paradoxalement, pourra augmenter l'humain. Tout simplement parce que ça va nous obliger à redéfinir plus exactement ce qu'est l'humain, et pas simplement une intelligence. Il y a eu je ne vais pas faire de l'histoire, je ne suis pas historienne d'abord, pas faire de philosophie, je ne suis pas philosophe, mais on voit bien... On voit bien que, de toute façon, l'intelligence la plus poussée a pu provoquer par le passé des choses horribles. Et de même qu'il est important que l'intelligence artificielle ne nous préempte pas de notre obligation de réfléchir. Et je refais une référence au philosophe Descartes, qui nous a construit, nous, au niveau des siècles des Lumières et nos conceptions de l'universalisme et de nos valeurs au sein de l'Europe. Je pense donc je suis. Donc tout ça... Vous avez au milieu l'Europe, vous avez la Chine qui avance toute seule, et vous avez les États-Unis qui, évidemment, ont à cœur
que l'Europe ne vienne pas trop réguler pour ne pas justement encadrer, trop brider l'innovation, comme on dit. Et vous avez aussi notre président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit dans le cadre de Vivatech que d'abord la France et l'Europe avaient un grand vivier d'experts et qu'il fallait avec tout ça faire ce qu'il fallait pour faire, encore une fois, que l'intelligence artificielle ne soit pas un danger, mais surtout une opportunité. Donc ça veut dire qu'il va falloir être spécialement intelligent pour, réguler ça de manière équilibrée, parce qu'il s'agira d'un côté d'accompagner l'innovation tout en l'encadrant pour ne pas éventuellement que s'il y a innovation, l'innovation se fasse ailleurs et non pas au sein de l'Europe. Thierry Breton a dit que, alors même que le règlement IA ne pourrait être définitivement adopté, en tout cas certains l'annoncent pour la fin de l'année, déjà de préparer un document très rapidement. Donc ça, il faut voir ce qu'on va mettre dedans. Et puis surtout que le règlement de l'IA, donc vous n'avez pas oublié que le règlement, justement, le choix de l'instrument utilisé est important, parce que qui dit règlement au sein de l'Europe, ça s'applique directement dans les différents systèmes législatifs européens, nationaux. La seule chose, c'est qu'on a eu un précédent, c'est le RGPD, où là aussi, on nous dit qu'il y aura certainement 2 ans de latence entre l'adoption de la réglementation et son entrée en application effective. De même que vous verrez aussi que dans le texte, qui, encore une fois, comme l'a rappelé Sylvie, n'est pas définitivement adopté, donc c'est pour ça le Parlement l'a adopté, maintenant il va y avoir le système du trilogue, donc il va y avoir encore des choses qui vont bouger, donc c'est toujours compliqué de parler d'un texte qui n'est pas définitif, mais en tout cas, au moins, il a le mérite d'exister, qu'en fait, on va forcément avoir aussi des difficultés, puisque ce texte, comme le RGPD, peut avoir des effets extra-communautaires. C'est pour ça que les Américains sont inquiets, parce que, évidemment, ça peut être aussi une opportunité pour nous de se sortir un petit peu de cette solution monopolistique des GAFAM à notre égard, pour que l'Europe fasse bouger les lignes. Donc, régulation, oui. En construction, certainement. Donc là, vous l'avez vu, mercredi dernier, le règlement a été adopté. En tout cas, la version finale du règlement par le Parlement a été adoptée. Donc maintenant, il va y avoir le système de trilogue. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Tout d'abord, c'est une réglementation qui se fait par la gestion du risque. Donc ça, c'est plutôt pragmatique. Donc dès le départ, on dit quels sont les outils de l'IA qui sont prohibés. Donc on ne peut pas faire la liste, mais on peut tout de suite voir de quoi il s'agit. Ceux qui vont être considérés à haut risque. Ceux qui ne sont pas à haut risque, mais qui ont, du fait de leur finalité donc globale, générale, doivent recueillir l'attention générale du législateur. Et là, on parle notamment de ChatGPT. Donc, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire, d'abord, un souci de transparence, un souci aussi de devoir dire si les contenus sont générés donc, par l'intelligence artificielle ou pas, notamment tout ce qui est contenu audio ou visio, c'est-à-dire s'il y a eu ce qu'on appelle des super trucages, que ça soit dit. Mais bon, le texte permet de dire que dans certaines circonstances, en vertu du contexte, on ne sera pas obligé de le dire, parce qu'on ne pourrait pas envisager une petite vignette pour identifier les contenus qui auront fait l'objet en tout cas d'un trucage, qu'une intelligence artificielle aura été déployé à cet effet, mais on se pose la question de savoir si une simple référence dans les conditions générales d'utilisation pourra suffire. Et vous avez aussi tout ce qui est trait au droit d'auteur, donc il va falloir aussi qu'il y ait une certaine transparence sur les contenus qui pourraient éventuellement être protégés au titre du droit d'auteur. Donc on n'en est qu'au début, puisque à côté de ce texte du règlement IA, vous avez aussi des propositions de directives. Donc là, évidemment, ce sont des directives, ce n'est pas un règlement, sur justement la responsabilité délictuelle du fait des produits effectués, et un deuxième texte du fait des outils de l'IA, où là, pour des raisons propres à la technologie, puisqu'on se rend bien compte que la personne qui va devoir éventuellement intenter un procès à l'encontre de celui qui a fourni le service de l'IA aura éventuellement des difficultés pour apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage, entre la faute du fournisseur du service et
Et le fait que le résultat de l'IA a donné un mauvais résultat ou au contraire n'a pas donné mauvais résultat, le problème c'est que cette présomption réfragable n'est pas prévue pour ce qu'on appelle les outils d'intelligence artificielle tels que les chatbots, tels que le ChatGPT. Donc il y a une autre possibilité, c'est de dire qu'on serait dans un cas où il serait particulièrement difficile d'apporter la preuve. Donc, on pourrait profiter aussi de cette présomption réfragable. Donc, pour terminer, je dirais qu'on n'est qu'au début de l'aventure parlementaire et législative. Le problème, c'est qu'on voit que la technologie avance, je dirais même avance pas, elle galope. Et que très certainement, on l'a souvent dit dans l'enceinte du Sénat quand on faisait nos colloques au sein de Cyberlex, parce que malheureusement, on légifère peut-être un peu en retard. Donc, est-ce qu'on va aujourd'hui quand même tirer les leçons de nos erreurs passées et de toute façon, s'il n'y a pas de législation, en tout cas effective à la fin de l'année, les acteurs peuvent toujours s'autoréguler et ça, les Américains seraient assez partie prenante. Les Américains voulant plutôt que réguler l'outil, réguler les usages. Et ça, c'est aussi un point important pour effectivement faire une convergence entre le point de vue européen et le point de vue anglo-saxon, qui est toujours un peu plus pragmatique que le nôtre. Merci. C'est nous qui vous remercions. Alors maintenant, je vais donner la parole à Hugo Ruggieri, directeur juridique et délégué à la protection des données personnelles de la plateforme juridique d'information juridique Doctrine. Donc l'IA est au cœur de l'activité de Doctrine. Donc j'aimerais savoir quel est l'apport de l'IA pour le droit et la justice pour vous. Et aussi, est-ce qu'il faut une régulation générale ou une régulation sectorielle de l'IA ? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous, ravi d'être ici. Effectivement, du coup, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Doctrine. On est la première legal tech française. On utilise l'intelligence artificielle pour mettre le droit à disposition des professionnels du droit, le rendre plus facilement accessible pour les magistrats, les juristes d'entreprise et bien sûr les avocats. Donc l'IA, c'est le cœur de notre produit. On l'utilise avant tout. Je pense que notre principale innovation, c'est l'anonymisation des décisions de justice. Avant que Doctrine n'arrive sur le marché, elle était effectuée à la main, avec des envois de décisions de justice à l'étranger pour que des petites mains s'en occupent, ou avec des algorithmes assez basiques. Si tu vois le mot « monsieur », alors tu remplaces les deux prochains mots par « X » et « Y », ce qui trouve effectivement tout de suite de grosses limites à partir du moment où même juste le terme « monsieur » n'est pas écrit de la même manière à chaque fois. Et donc, on a démontré très tôt, dès 2016, que le deep learning pouvait remplacer tout ça de manière très efficace, avec des taux de réussite absolument phénoménaux, pour des traitements de millions de documents en une seule fois. Et le point, vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, le point saillant de tout ça, c'est que l'IA ici, elle permet la protection des droits fondamentaux, elle permet la protection de la vie privée et des données personnelles, elle permet des usages qui n'existaient pas auparavant, à savoir la diffusion en ligne de millions de décisions de justice, et ce, dans le respect de ces droits. Et donc, elle crée de nouveaux usages dans ce respect des droits. Pour moi, cette IA-là, elle ne mérite évidemment pas la même régulation que, je ne sais pas moi, la voiture autonome ou peut-être effectivement des contenus génératifs. Donc, est-ce qu'on a besoin de régulation ? Je n'irai peut-être pas aussi vite que toi, Corinne. Je pense que ça dépend bien entendu des usages. Et donc, je rejoins une approche anglo-saxonne. C'est peut-être ça, la Startup Nation. Je pense qu'effectivement, on s'attelle à traiter d'un sujet qui est en fait une science. L'intelligence artificielle, c'est une science, c'est de l'informatique. On en fait en fait depuis des décennies. Si on reprend une définition traditionnelle, c'est faire à un ordinateur quelque chose qu'on aurait plutôt attribué à l'humain de base. Et donc, en fait, ça peut toucher... Les définitions peuvent être innombrables, les cas d'usage sont innombrables, et il me paraît très ambitieux de vouloir avoir une réglementation unique et efficace, j'insiste sur les deux termes, sur ce sujet-là.
Je pense que l'Union européenne, si elle s'y est attelée dès 2018, c'est qu'elle a surtout compris les enjeux géopolitiques de ce sujet, qu'elle avait envie de montrer qu'elle légiférait et d'être aussi en pointe que donc, le RGPD, qui pour le coup a vraiment créé un nouveau standard pour le reste du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi réussi dans ce domaine, puisque effectivement, je ne suis pas convaincu qu'on prenne le sujet de la bonne façon. Et ce, alors que c'est assez dommage parce que dans la stratégie européenne pour l'intelligence artificielle qui avait été, donc c'était un document qui avait été diffusé en 2021, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on avait vraiment cette approche des risques par secteur qui semblait être adoptée par l'Union européenne et dont c'est complètement déconnecté dans la proposition initiale de la Commission européenne, où du coup tout le cœur du sujet en fait du AI Act, c'est l'IA à haut risque. Parce que les IA interdites, de toute façon, elles seront interdites. Donc il y a du débat maintenant. Ceux qui travaillent du coup sur la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale sont en lobbying actif parce qu'aujourd'hui c'est le sujet. C'est pas notre cas. Du coup, je m'y intéresse même pas puisque donc je serai pas interdit. Dont acte. Et donc reste ensuite à savoir si on sera catégorisé à haut risque ou non, puisque le cœur de l'AI Act, c'est énormément d'obligations pour les IA à haut risque. Et la première version de l'AI Act, elle contenait seulement une liste de secteurs, notamment le secteur justice. Si vous fournissez des services d'IA qui sont susceptibles d'être utilisés par un juge, quel que soit l'usage, même si ce n'est pas pour rendre la décision à sa place, mais juste pour faire de la recherche juridique, vous étiez considéré comme à haut risque par défaut. Donc un simple moteur de recherche juridique deviendrait une IA à haut risque. On trouvait cela assez inconcevable, et donc on a suivi ces travaux de près, et on est très heureux de voir que dans les dernières versions du Parlement européen revient un petit peu cette notion d'usage. Je pense justement parce que les acteurs et le secteur a fait remonter ce besoin véritable de réglementation sur l'usage et d'avoir du coup une approche concrète, pragmatique. Est-ce que véritablement, dans un cas concret, même si le secteur peut a priori, parce qu'on comprend bien que dans la justice, il faut faire très attention, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que ce monde d'usage, concrètement, va effectivement faire porter un risque pour les droits humains? Donc cette approche, on y revient, mais je pense qu'en fait, on aurait pu prendre plus de temps pour réguler et le faire peut-être mieux par usage et par secteur. Un règlement de l'IA dans le domaine de la justice si nécessaire, et dans le domaine de la santé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pareil, je pense qu'il y a aussi, et c'est une question que tu as excellemment soulevée, des questions de verticale. La question du droit d'auteur face à l'intelligence artificielle, ça va être une vraie question qu'on va être amené à traiter. Et là encore, en fait, on se retrouve un peu abasourdi parce qu'en fait, on est parti très vite, trop vite. La question, elle apparaît aujourd'hui. On a un règlement qui aurait été du coup un bon véhicule pour traiter cette question, mais en fait, elle ne sera pas traitée et on va devoir faire quelque chose d'autre, un gloubi-boulga par la suite. Donc moi, je suis très heureux. Je suis donc délégué à la protection des données personnelles chez Doctrine, directeur juridique. Tout ça va me donner beaucoup de boulot demain. J'ai une sécurité de l'emploi assurée, meilleure que celle d'un fonctionnaire. Mais au-delà de ça, je suis assez dubitatif sur la manière dont on envisage tout ça, et j'ai l'impression qu'en fait, on est surtout guidé par cette envie de peser sur la scène géopolitique. Pour peser sur la scène géopolitique, il faut surtout investir dans l'innovation nationale. Il y a eu des grandes annonces qui ont été faites récemment. Elles sont excellentes. Elles arrivent peut-être un peu tard. Toutes les startups que je connais aujourd'hui qui cherchent des fonds, elles n'arrivent pas à les trouver en France. Et je pense que c'est surtout ça le problème aujourd'hui pour peser sur cette scène géopolitique de l'IA. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Gilles Rouvier. Donc, vous êtes avocat depuis 27 ans et comme Corinne Thiérache, vous êtes expert en nouvelles technologies de l'information. Vous avez accompagné les évolutions de l'Internet depuis le début. Vous avez créé le cabinet Loways en 2006 et vous êtes vice-président de Cyberlex et vice-président de Local Representative d'High-Tech Law, International Technology Law Association. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, alors, faut-il réguler on vous pose aussi la question, faut-il réguler l'Internet? L'IA, excusez-moi. Et l'IA Act est un texte européen qui a des règles extraterritoriales. Donc, est-ce inspiré du RGPD? Donc, quelle est son efficacité? Quel est le rôle de l'éthique? Quel rôle l'éthique peut-il jouer?
Alors, merci. Juste en préalable, pour raccrocher le thème de l'IA au Web 3.0, quand on a réfléchi au thème du colloque, on s'est dit que dans un système décentralisé, dans une version un peu dystopique, à partir du moment où c'était complètement décentralisé et qu'en face on voyait la montée en puissance des IA, donc on parle d'IA, moi j'aime pas tellement le terme d'intelligence artificielle, je préfère parler d'outils complexes d'assistance à l'humain, ce qui est un peu plus long et pas forcément sexy, mais bon, on s'est dit que ces outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils risquaient pas de prendre le pouvoir là où il y avait une décentralisation du pouvoir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a raccroché au thème du Web 3.0. Sur l'IA, ce que je vous disais, et après je parlerai de l'IA Act, sur l'IA, le terme intelligence, il faut bien voir qu'il est trompeur, c'est pas intelligent. Alors il y a des spécialistes de l'IA du point de vue technologique dans la salle, mais quand on discute avec eux, c'est pas vraiment intelligent, et c'est pas intelligent au sens humain. Et ça remonte en fait à 1956, à la conférence de Dartmouth, quand il y a eu des premières présentations un peu marketing sur l'IA, où les gens qui présentaient se sont dit il faut qu'on trouve un terme accrocheur, donc on va parler d'intelligence artificielle. Et c'est resté, et aujourd'hui c'est très trompeur, je trouve, comme terminologie, parce que ça fait peur à tout le monde, on parle d'intelligence, on la personnifie. Moi, je préfère vraiment parler d'outils, d'assistance à l'humain, et le fait de la personnaliser, de la personnifier, on a l'impression, on a tous en tête ces films, Terminator, etc., où Skynet va prendre le contrôle de la planète. Et c'est pas ça, l'intelligence artificielle. Donc il faut prendre du recul par rapport à ça. Alors, sur le texte, l'IA Act, j'ai eu l'occasion de le regarder en détail, il est... Je pense, bon, il fallait une réglementation. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, quelque chose de puissant, il faut des règles du jeu pour qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation, parce que c'est un outil à double usage. Ça peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Donc le fait qu'il y ait des règles du jeu et qu'on encadre, c'est vraiment bien. Maintenant, encore une fois, sur l'IA Act, tout à l'heure on parlait de l'inflation législative, moi je parlerai de la technocratisation du droit. On peut se demander si le texte n'est pas trop complexe. Pour l'avoir regardé, il y a plusieurs dizaines de pages dans le corps principal, il y a 70 pages d'annexes. Il est vraiment extrêmement complexe. C'est comme tous ces nouveaux textes réglementaires, tous ces nouveaux règlements européens. Il faut vraiment avoir une formation de juriste pour arriver à entrer dedans et comprendre ce qu'on veut dire. Ce qui laisse la place à l'arbitraire, hein, parce qu'à partir du moment où un texte n'est pas forcément clair et précis, il y a toutes les interprétations possibles. Donc sur l'IA Act, moi voilà, j'en parle souvent, mais j'ai un regard qui est assez critique, et je pense que c'est important parce que on est vraiment dans cette période où voilà, il y a un ministre, il y a une loi, il y a un règlement tous les 6 mois, et c'est important, je pense, par rapport aux technologies et à l'évolution des technologies qui vont très très vite, comme toujours, d'avoir des textes avec des grands principes et pas forcément des textes trop détaillés, parce qu'entre le moment où on y pense et le moment où ils entrent en vigueur, et l'IA Act n'est pas encore entré en vigueur, la technologie elle a évolué, et on le voit avec ChatGPT. Ça a été la course à l'échalote pour réintégrer ChatGPT dans le scope du texte IA Act. Bon voilà, donc ça c'est sur l'IA. En revanche, sur l'IA Act, ce que je dirais aussi, je procéderai par remarque, dans le temps imparti de 5 minutes, c'est que l'IA Act a, à mon sens, un effet super bénéfique, ou en tout cas va avoir un effet super bénéfique, comme l'a eu le RGPD. Le RGPD, quand il est intervenu, ça a été la première fois, à ma connaissance, en dehors de la loi de 78 et des lois nationales, où on a eu un texte sur une zone géographique qui a eu des effets de bord, et pas des moindres, partout sur la planète. C'est-à-dire qu'en quelques années, d'un texte européen, pour la zone européenne, on a vu l'émergence partout de textes aux États-Unis, dans différents États, peut-être un jour au niveau fédéral, on n'y est pas encore, au Canada, au Brésil, au Japon, partout on a eu des RGPD bis, et c'est en train de se répliquer. Il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est parce que, en fait, dans les technologies, du Web 2 et maintenant le Web 3, voilà, au-delà des termes, on est dans un monde sans frontières. Et donc, quand on utilise Internet, il n'y a pas vraiment de frontières. On ne peut plus raisonner à l'échelle d'un pays. Et le fait d'avoir, par zone géographique, des textes forts comme ça, il y a un effet, et surtout par l'effet extraterritorial du RGPD et demain de l'IA Act, puisque ça va concerner les gens qui utilisent l'IA ou qui produisent de l'IA dans la zone européenne, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément dans la zone européenne, mais qui mettent sur le marché européen des IA.
Donc on pense aux GAMAM, aux GAFAM, aux Big Tech, pour prendre un terme plus convivial. Même si elles n'ont pas d'entité ici, quel que soit l'éditeur, s'il est au Japon ou aux États-Unis, à partir du moment où il met un instrument sur le marché européen, il aura des obligations. Donc, quelque part, il n'y a plus de frontières, on ne peut plus raisonner à l'échelle d'un pays, il faut raisonner à l'échelle globale de la planète. Ces textes, par zone géographique, avec un effet extraterritorial, ont vraiment un effet, donc le RGPD, l'IA Act, super bénéfique, parce que ça permet d'harmoniser quelque part un socle de grands principes et de règles communes qui sont nécessaires au commerce. Puisqu'en fait, le lien entre tous les pays et toutes les zones géographiques, c'est qu'on commerce à un moment ou à un autre, et donc on échange. Et donc, on a vu le créateur de OpenAI, Stahl, je ne sais plus quel est son nom, Salman, qui est venu et qui a dit « Ah oui, mais alors non, en Europe, si le texte est trop dur, on va peut-être pas forcément laisser OpenAI. » Voilà, il est revenu dessus après, mais c'est fondamental parce que ça veut dire qu'ils vont devoir aussi avoir leur set de régulation et aux États-Unis, avoir des règles qui coïncident plus ou moins dans les grandes lignes, comme pour le RGPD, avec les règles qu'on va avoir en Europe. Donc c'est un effet vraiment de propagation de ces textes, là où il n'y a pas de traité international. Et voilà, donc ça c'est un effet qui est super bénéfique. Dans les effets bénéfiques de l'IA Act également, un autre point qui est mis en avant, c'est la nécessité, il y a un principe de transparence. Je trouve que pour l'intelligence artificielle, c'est fondamental ce principe de transparence parce que il y a dans l'utilisation de l'IA, donc des outils d'assistance à l'humain, il y a des effets qu'on appelle de black box, c'est-à-dire qu'on rentre un langage, le japonais par exemple d'un côté, l'italien de l'autre, on les rentre dans la machine et puis elle produit quelque chose et on ne sait pas comment, c'est du langage basque qui va en ressortir. On n'arrive pas à comprendre comment ça a fonctionné à l'intérieur. Et cet effet, ce principe de transparence qui est mis en avant dans l'IA Act, il va se manifester autour de l'utilisation massive d'open source. L'open source, vous savez, le code source d'un logiciel, soit il est secret et propriétaire, soit il est ouvert à tous et on peut y accéder et comprendre comment fonctionne un logiciel. L'open source est en train de se développer énormément, ça fait des années, c'est un marché qui est colossal. Et pour l'IA, l'utilisation de l'open source va permettre d'aller dans le sens de ce principe de transparence. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et d'ailleurs, vous avez vu dans l'actualité, juste avant Vivatex, ça a coïncidé, on a une boîte française qui s'appelle Mistral AI, ou Mistral IA à la française, qui a levé 105 millions d'euros pour mettre au point une IA française, européenne, mais en utilisant massivement de l'open source. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des vertus aussi de l'IA Act, de la nécessité de ce principe de transparence. Et enfin, dernier point sur l'IA Act, la question des biais, et j'irai assez rapidement dessus. Donc les biais, vous en avez tous entendu parler. Les biais dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment le fait que ces règles de codage des algorithmes. Donc il y a deux choses. Il y a les algorithmes ne réfléchissent pas, ça a été très bien dit dans plein de bouquins, et c'est la façon dont les humains l'utilisent qui fait qu'il va y avoir un biais ou pas, ou qui fait que ça va avoir un effet bénéfique ou négatif. Et les biais, c'est finalement, on se rend compte que c'est les développeurs, les informaticiens, qui, avec leur vision du monde, donc on parle souvent du caucasien occidental, voilà, qui va avoir une vision de mâle blanc, avec leur vision du monde et la façon dont ils vont coder, dont ils vont mettre au point un programme informatique sur l'IA, vont imposer finalement, volontairement ou pas, leur vision du monde, et ça a un effet qui peut être très négatif en fait dans l'utilisation de l'IA. Et j'ai découvert ça récemment, et je le soumets à vos interrogations ou à vos réflexions aussi, on parle des biais dans la construction du code, mais ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il y a des biais aussi dans la façon dont les données qui viennent structurer l'entraînement de l'IA, parce que vous savez que l'IA, il y a des données en entrée, il y a des données d'entraînement, et puis il y a des données de sortie. Au niveau des données d'entraînement, on utilise des datasets, et dans la façon dont ces datasets, alors on appelle ça des data lakes, on appelle ça des ensembles de données structurées, non structurées, mais quand les données sont non structurées, et par exemple une donnée non structurée, ça va être un email, il y a de plus en plus de sociétés et de technologies qui viennent structurer ces données en y mettant des tags, c'est-à-dire en mettant une petite étiquette sur un email. Alors un exemple concret, donc par rapport à l'email, c'est un email, quand le contenu est lu, le contenu peut être positif, négatif ou neutre,
ou alors personnel ou professionnel. Donc le tag va être la petite étiquette qui va être mise au-dessus de l'email pour permettre à l'IA, quand elle s'entraîne, d'aller plus vite dans son entraînement et de pouvoir aller à l'essentiel sans avoir à relire tout l'email. C'est un peu schématique, mais ça tourne autour de ça. Et en fait, au-delà du biais classique sur le codage, sur la programmation de l'IA, il y a aussi un autre biais dont on ne parle pas beaucoup, mais qui relève en fait de la façon dont les tags vont être appliqués sur des ensembles de données non structurées. Et je trouve que c'est important et qu'il faut en parler. Et je sais, par exemple, ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit considéré dans l'IA Act, où on est sur des biais plutôt classiques. Voilà mes remarques sur l'IA et l'IA Act et le Web3. Merci de nourrir le débat. Nous allons terminer avec M. Perrault, qui est le coordonnateur de l'IA pour la gendarmerie nationale, qui est un spécialiste de l'IA, et j'aimerais bien qu'il nous parle de ce qu'il en pense de cette régulation et de son efficacité. Alors effectivement, en fait, je suis d'accord avec plein de choses que j'ai entendues et pas d'accord avec plein de choses que j'ai entendues. Donc, je vais poursuivre les éléments qui peuvent se citer du débat. Pour répondre à la question, la place de l'IA dans le Web 3.0, oui, pleinement. Pourquoi ? L'IA, c'est quoi ? C'est la capacité à modéliser un monde non linéaire dans un espace à grande dimension. Alors, quand on le dit comme ça, généralement, on perd un petit peu de la salle et on perd ce qui demande de l'explicabilité à l'IA. Donc, il faut plutôt s'accrocher parce que l'IA, c'est des mathématiques. Et cette non-linéarité, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette décentralisation, c'est-à-dire qu'on aura des ruptures dans le Web 3.0. L'IA est capable d'absorber ces ruptures. L'espace de grande dimension, c'est quoi ? C'est la multiplicité des données. Quand une IA est capable de battre l'Isidol, le jeu de Go, c'est 10 puissance 600 combinaisons. Il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Donc, imaginez la dimension que ça prend. Et plus jamais un humain ne battra une IA au jeu de Go. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'une IA ne fait que de s'améliorer. Heureusement, la bêtise est humaine, et c'est peut-être une de nos caractéristiques ou notre capacité à régresser. Donc je pense que l'IA est vraiment adaptée à cette notion de Web 3.0. Et un autre point qui me paraît essentiel, c'est que pour être capable de faire face aux mauvaises utilisations de l'IA, la seule solution de demain, ce sera d'utiliser l'IA. Si je dis ça, c'est pour rebondir sur l'AI Act, qui ne doit pas créer dissymétrie entre ce qu'il interdit à certains et pas à d'autres. Si je prends le cas de la sécurité et de la protection des citoyens, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'utilisations de l'IA qui sont interdites, mais pas aux criminels, parce que par définition, le criminel ne respecte pas la réglementation. Donc ça veut dire que nous, il y a des outils d'IA qu'on ne va pas pouvoir utiliser pour faire face au développement de certaines formes criminelles. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, je vais employer un mot, presque un gros mot aujourd'hui, la reconnaissance faciale. Dès qu'on parle de reconnaissance faciale, voilà, les cheveux se hérissent. En France, on n'est pas dans une société de surveillance, on est quand même un peu déformé par ce qui se passe en Chine, mais ce qui se passe en Chine ne se passe pas en France, ce qui se passe aux États-Unis ne se passe pas en France, ce qui se passe au Moyen-Orient ne se passe pas en France. C'est pas parce que avec les chaînes d'information continue, on voit tout de suite. La proximité visuelle ne veut pas dire une proximité dans les faits. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur ces aspects-là. Et effectivement, la reconnaissance faciale, nous on l'utilise dans le domaine judiciaire pour retrouver des pédophiles. Quand on a des grandes bases de données d'images, il faut retrouver des enfants disparus. Des enfants qui ont été enlevés nourrissons, qui ont grandi. On peut peut-être essayer de les faire vieillir par l'intelligence artificielle et essayer de les retrouver peut-être sur des sites porno à un certain moment. Donc ça, on ne pourra plus le faire. Donc il faut se poser la question aussi de cette dissymétrie entre les moyens accordés aux forces de sécurité intérieure et puis les possibilités des criminels. Moi, si vous voulez, habituellement, j'ai une arme sur le côté. Vous n'avez pas forcément une arme sur le côté dans votre vie quotidienne. Je ne l'ai pas là. En fait, pourquoi j'ai une arme ? Parce que je suis gendarme. Et je sais l'utiliser. Je connais le cadre réglementaire, le cadre juridique d'utilisation de cette arme. Et je crois que sur l'IA, il faut raisonner peut-être un peu de la même façon. Et ça rejoint peut-être l'idée d'une réglementation sectorielle en donnant les possibilités en fonction des secteurs d'activité. Un autre point sur l'AI Act, effectivement, je rejoins sur le fait qu'il est extrêmement complexe. Vous parlez avec des scientifiques, ils vont vous dire « je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire ». Même sur un système à haut risque, je ne comprends pas ce qu'ils me demandent. Qu'est-ce que c'est ?
qu'est-ce qu'il me demande sur les données d'apprentissage? Qu'est-ce qu'il me demande sur mon set de validation, sur mon set de tests? Quel niveau de performance est demandé pour mon système? Tout ça est très flou. Alors moi, je sais qu'il y a quelques juristes dans la salle, j'aime à ramener l'inexplicabilité de l'IA à l'inexplicabilité du droit, parce qu'à un moment, nos textes deviennent illisibles. Et ça, il y a un vrai effort de simplification à faire en termes de droit, parce que sinon, c'est le droit pour le droit. Je rejoins quand même l'idée que c'est très bien d'avoir travaillé sur l'intelligence artificielle et de travailler à sa régulation. Mais je crois que ce qui a guidé ça, c'est de pouvoir être les premiers, comme on l'a fait pour le RGPD. Donc à force de vouloir être les premiers, on va trop vite. Je rejoins ce qui a été dit aussi un peu précédemment. Je crois qu'il faut être très prudent sur ces aspects-là, parce que, vous connaissez un certain nombre, il y avait Vivatech il n'y a pas longtemps, vous connaissez un certain nombre de startups ou l'écosystème de l'innovation. Aujourd'hui, leurs sets de données, ils vont au Moyen-Orient pour les entraîner, ils vont aux États-Unis ou en Asie pour les entraîner. Parce qu'en France, ils ne peuvent pas. Les bacs à sable dont on parlait tout à l'heure, depuis le rapport Villani, on en parle. C'est toujours pas en place. Qu'est-ce qu'il faut à un moment pour être capable de permettre Quand on nous dit l'IA, la reconnaissance faciale, elle est raciste. Mais, déjà, ça ne veut rien dire. Parce que le racisme, c'est malheureusement une qualité, je prends qualité au sens générique, humaine. Et en plus, c'est une infraction. Il y a un élément moral dans le racisme. Arrêtons de dire que l'IA n'est pas intelligente et puis on lui accorde une intentionnalité. Il n'y a pas d'intentionnalité dans l'IA. Mais derrière ça, ça veut dire quoi, l'IA raciste? Ça veut dire que c'est une IA qui se trompe sur potentiellement les personnes de couleur blanche, noire ou asiatique. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas un système d'IA. Il y a des milliers de systèmes d'IA. Et un même système d'IA peut être paramétré différemment. Un système d'IA qui fonctionne très bien sur des données peut fonctionner très mal sur d'autres données. Et donc, il faut des jeux de validation pour ajuster les hyperparamètres qu'on appelle, ajuster les paramètres de nos systèmes d'IA pour qu'ils correspondent aux problèmes posés. C'est pour ça qu'on dit que l'IA, elle est très spécialisée. Elle n'est pas généraliste. Les travaux de demain, et ça rentre aussi dans cette notion de Web 3.0, les travaux chez Meta, chez Google, c'est d'essayer de généraliser au maximum l'IA pour tendre vers ce qu'on appelle en France une IA forte, mais avec cette déformation que quand on emploie le terme d'IA forte en France, on associe presque une conscience. L'IA n'aura jamais conscience d'elle-même. C'est bon pour la science-fiction. L'IA n'a pas de volonté de pouvoir. L'IA ne prendra que la place que l'homme lui donnera. L'humain lui donnera. C'est-à-dire que si on abandonne notre pouvoir de décision, l'IA décidera. Mais ce n'est pas l'IA qui décide de façon autonome, c'est l'humain qui abandonne son pouvoir de décision. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Je rejoins, je ne sais plus qui a dit que l'IA nous permettait de nous augmenter. Je rejoins cette idée, ou en tout cas de nous élever. C'est la version positive. La version un peu pessimiste, c'est que malheureusement, l'humain est assez feignant. Et il pourrait se contenter de ce que lui sort ChatGPT. Alors que moi, je rejoins vraiment cette idée que l'IA doit nous élever en nous permettant de développer notre sens critique. Moi, quand j'utilise ChatGPT, je l'utilise que sur un domaine que je connais. Déjà, on ne l'utilise pas sur un domaine qu'on ne connaît pas, parce qu'on va prendre pour argent comptant ce qu'il nous dit. Et un autre point, peut-être, sur l'IA qui me paraît important. Donc, on a travaillé sur les usages, et à chaque usage, on associe un risque. Donc, déjà, dans l'idée, l'IA, quand il sort, il est obsolète. Parce qu'il s'occupe des cas d'usage existants. Preuve en est, c'est que maintenant, il faut faire des amendements pour l'IA générative qui avait mal été pris en compte. Le métaverse n'est pas dans l'IA, dans l'IA Act. Donc, il y a plein de sujets comme ça qu'il va falloir faire évoluer au fur et à mesure. Et moi, j'aime bien cette comparaison. C'est quand je prends mon véhicule pour faire 5 km ou pour faire 500 km, l'usage n'est pas le même, mais le code de la route est le même. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à faire un AI Act. Alors, c'est mal parti parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Hein, il va être voté. Et puis, je crains qu'il ne soit pas appliqué dans bien des domaines, malheureusement. Mais j'aimerais bien qu'on puisse... J'aurais aimé qu'on construise un code de la route, quitte à faire évoluer la vitesse de temps en temps, hein, parce que on peut passer de 80 à 90 si on le souhaite, c'est pas un souci. Mais en tout cas, quelque chose qui est beaucoup plus universel, plutôt que quelque chose qui, dès qu'il va sortir, sera obsolète. Moi, ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci beaucoup.
Alors, j'imagine que, voilà, dans la salle, il y a des commentaires ou des réflexions. Alors, il y a la règle, il y a le texte, et puis après, il y a la façon dont il est mis en œuvre et par qui. Et donc, il y a un rapport du Conseil d'État qui est sorti il y a peu de temps qui préconise que le régulateur en charge en France soit la CNIL, sous réserve que la CNIL soit profondément remaniée, notamment en termes de composition. Donc, j'aurais voulu avoir vos opinions sur quel serait le ou les régulateurs qui permettraient de rendre ce texte efficace et tout en respectant son approche par les risques, bien évidemment. La CNIL a rendu son rapport là récemment sur l'année 2022, donc ils ont déjà créé un service IA au sein de la CNIL, donc je pense que c'est les prémices d'une préparation pour mieux englober les problématiques liées à l'IA. Mais il y a aussi l'ANSSI qui, dans son rapport, a vraiment pointé l'IA comme étant vraiment un objet d'attention et de vigilance qu'on doit avoir en tête. Mais au niveau, par exemple, des médias, pour lutter contre la désinformation, l'ARCOM peut aussi prétendre à avoir une part de rôle, de fonction dans la surveillance de l'IA. Donc on a parlé de l'ANSSI, de la CNIL, de l'ARCOM, effectivement, l'ARCEP, oui, pour les tuyaux éventuellement. En tout cas, c'est sûr que l'IA va tellement bouleverser notre vie, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et je suis tout à fait d'accord. L'être humain, il est... De manière générale, l'être humain, s'il a deux voies, une compliquée, une facile, il va prendre la plus facile, alors qu'on sait, c'est le fait d'emprunter la plus compliquée qui nous rend meilleurs et qui nous permet de... Voilà. Donc ça, évidemment, on en revient aussi, on n'a pas parlé d'éthique, parce que là, on était vraiment dans la réglementation, on n'a pas parlé d'éducation, mais bien entendu, il va falloir très tôt éduquer les enfants le plus tôt possible, pour leur apprendre justement, on parlait du goût de l'effort qui se perd, mais là avec l'IA qui arrive à un moment donné où, semble-t-il, on perd le goût de l'effort, c'est sûr que ça arrive à un moment un peu critique de nos sociétés. Donc voilà, pour répondre à votre question, effectivement, il y aura éventuellement plusieurs autorités qui pourraient se considérer comme étant légitimes pour certains aspects de l'IA. En complément de ce que tu dis, Corinne, j'espère qu'on ne va pas créer encore une nouvelle commission. Non. C'est une maladie française, ça, et il y en a suffisamment. La CNIL, si tant est qu'elle ait le budget et les moyens, me paraît l'interlocuteur naturel, puisque quand on parle d'IA, au-delà des mots, c'est quand même du logiciel, mot qui a disparu du vocabulaire courant. Maintenant, tout le monde fait de l'IA et on ne parle plus de logiciel. C'est du logiciel et de la data, et une capacité à ce que le système s'améliore. Donc je pense que la CNIL est quand même l'interlocuteur naturel pour surveiller l'implémentation en France de l'IA Act. Je vois que tu souris, Nathalie, parce que je pense qu'on pense la même chose quand on vient du secteur. La CNIL, elle a ce défaut de ne connaître que la donnée personnelle. Ouais. Elle ne connaît pas les autres données, contrairement à certains homologues, par exemple nos anciens frères de l'UE britannique ont une ICO qui est à la fois l'autorité de la protection des données personnelles et l'autorité en charge de l'accès aux données publiques. Et ça fait que la mentalité à l'ICO est complètement différente parce qu'ils ont intrinsèquement et depuis toujours une approche de la donnée qui repose sur deux jambes. Le document administratif, librement communicable, librement accessible, et cette culture de la liberté d'information et de la liberté d'expression, et de l'autre, la protection. Chez nous, on n'a que la protection, et ça se ressent beaucoup, ça se ressent trop. Très clairement, donc Doctrine, on est cofondateur du groupe LegalTech au sein de France Digital. France Digital, c'est le syndicat des startups françaises. On est plus de 1300 adhérents. Très clairement, à France Digital, on ne veut pas que ce soit la CNIL qui soit seule sur ce sujet, parce que la CNIL n'a pas la culture de la donnée. La CNIL a la culture de la donnée personnelle. Or, l'IA, ce n'est pas de la donnée personnelle, c'est de la data. Et donc, il faut impérativement que la CNIL ne soit pas seule sur le sujet. Évidemment qu'elle y sera, personne n'en doute, et je pense que voilà, on peut la loi pour une République numérique 2016, elle a déjà prévu que ça sera la CNIL en fait. Donc c'est déjà dans nos textes, et c'est pour ça qu'on a autant de commissions et de rapports et de réflexions de la CNIL, c'est que depuis 2016, elle a d'ores et déjà été désignée par le législateur français comme l'autorité administrative indépendante qui sera en charge des questions d'IA, là où probablement
je te rejoins, c'est que sur certains sujets, elle s'associera, si ce n'est avec d'autres AI ou AIP d'ailleurs, en tout cas avec des compétences, comme elle l'a fait encore récemment avec le défenseur des droits, par exemple, dans le cadre du guide recrutement, où elle s'associe les compétences d'autres autorités. Mais je pense que le choix, enfin c'est pas je pense, hein, sauf à revenir sur la loi pour une république numérique, le choix est déjà fait pour le législateur français en tout cas. Oui. Il y aura probablement un texte d'implémentation, l'EI Act, comme il y en avait eu un pour le RGPD. On peut espérer des évolutions à ce moment-là. Ça pourrait changer, mais effectivement, je pense que le vent va dans ce sens-là, pour désigner la CNIL. Mais dans votre remarque, il y a aussi avec un profond changement. C'est-à-dire qu'effectivement, la donnée personnelle, ce n'est pas l'IA en général. Donc il va vraiment falloir changer de braquet. Et puis, derrière la mise en application de la réglementation, il y a aussi les sanctions dont on ne parle pas beaucoup. Parce que la réglementation, elle n'a jamais arrêté personne. C'est les sanctions potentiellement qui peuvent être arrêtées les malveillants. Et je crois que c'est important aussi de voir quelles sont les sanctions à la hauteur des enjeux. Donc, la CNIL, avec certainement des associations, parce que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, mais la CNIL va falloir qu'elle pose la question de l'utilisation de l'IA dans le domaine judiciaire aussi, et pas que dans le cadre administratif. Enfin, ce ne sera plus la CNIL d'aujourd'hui, quoi. C'est évident qu'il faudra quelque chose de différent. Il faudra une montée en compétence sur le domaine, parce que l'IA, c'est une affaire d'un certain nombre de grands spécialistes. Donc il va falloir qu'ils sachent aller chercher les informations, et quand ils parleront d'explicabilité des algos et d'audit des codes sources, il va falloir qu'ils soient à la hauteur pour aller auditer les codes sources de Meta. Hein. Donc, oui, notamment dans le Data Governance Act sur les data space, ils sont en train de faire en sorte qu'il y ait... ils essayent de chercher, dans chaque État membre, il doit y avoir une autorité. Ils ont réfléchi justement à avoir des modes mixtes, hybrides, notamment avec le droit de la concurrence, l'autorité de la concurrence, pour justement voir un peu quelle serait la stratégie équilibrée entre l'innovation et la pure régulation très donnée personnelle. Voilà. Il me semble que la CNIL vient de se doter d'un service d'analyse économique. Ouais. Émeric Pointe-Vanne, si je me trompe pas. Donc ça date de quelques mois à peine. Donc il reste à voir ce que ça va donner en pratique. Il y a aussi une mission, il me semble, qui a été confiée à Bruno Lasserre, qui est aujourd'hui président de la CADA, mais qui était avant président de l'autorité de la concurrence. Donc qui mieux que lui pour et vice-président du Conseil d'État aussi accessoirement, qui mieux que lui pour un peu avoir cette hauteur de vue sur ces enjeux. Mais donc voilà, c'est clair que la question elle est extrêmement pertinente, puisqu'évidemment cette mise en pratique c'est celle qui va tout faire, et que dépasser le cadre de la donnée personnelle sera impératif. Bonjour, merci pour ces débats. On voit que pour un même prisme, il y a de multiples facettes. Ça a été très brièvement étayé par chacun d'entre vous, notamment au niveau de la régularisation, tant du côté technique que du côté des usages. Général, tout à l'heure, a cité un exemple très à propos notamment des avatars. Et on voit qu'à travers tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, notamment du sujet à traiter, on va vers une évolution, à mon avis, assez sensible des différents métiers, tant du juriste, pour avoir une acculturation à l'utilisation d'une technologie, de l'IA, et puis, d'un autre côté, des gens comme moi qui sont des professionnels de la cybersécurité, qui ne sommes pas des juristes, même si personnellement j'ai une affinité particulière pour le sujet, mais pour essayer de qualifier et d'aider à qualifier ce qu'a dit le général tout à l'heure, à savoir une notion de risque dans l'utilisation d'une nouvelle techno. Et aujourd'hui, on vit dans un monde numérique qui va l'être à excès, notamment à travers l'utilisation de technologies telles que l'IA. Et pour qualifier des risques qui, par définition, ne peuvent l'être que par un contexte. Je ne vais pas revenir sur les notions d'intercriministes que chacun des juristes dans la salle connaît parfaitement. Eh bien, en général, vous avez cité tout à l'heure la prise en compte de la psychologie de l'usage. Donc, il faut nécessairement une régulation sur les techniques,
les technologies, sur l'usage, certes. Mais là où je veux en venir, c'est que, par exemple, une profession qui existe déjà, telle que profiler, par exemple, va nécessairement demander d'avoir une acculturation sur des notions technologiques très fortes, mais pour le juriste aussi, peut-être, pour qualifier des risques sur des faits, faire évoluer ça sur non plus l'intention de base de l'usage, mais sur la psychologie de l'usage dans un monde numérique. Donc, de façon pragmatique, je pense qu'il va falloir une acculturation très sensible, peut-être pas de la profession d'avocat ou de juriste en elle-même, mais qu'au carrefour des technologies, du droit et des devoirs, le législateur va éminemment avoir besoin de conseils pour pouvoir légiférer en conséquence. Je voulais votre avis général sur ce fait. Alors, je rejoins ce que vous dites. Hein. Il y a peu de temps, je discutais avec un médecin qui me disait le médecin de demain, c'est un médecin plus un expert en IA pour la capacité à exploiter la donnée médicale du patient. Est-ce qu'il faut aujourd'hui former les juristes aux méthodes d'intelligence artificielle? Je pense que acculturer, oui. Mais acculturer, est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûr. Ce qui veut dire que si, côté ingénieur ou les docteurs, enfin côté sciences dures, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus sensibilisé au droit qu'on ne peut l'être de la science côté juriste. Donc il y a peut-être un rééquilibrage à faire. Il faudra acculturer. Par contre, je pense qu'il faudra des équipes mixtes, des cabinets effectivement où on aura des spécialistes de l'IA ou d'autres disciplines, hein, et puis des spécialistes du droit, et qu'ils échangent entre eux. C'est-à-dire que là, si le texte est illisible, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'échanges pour l'AI Act. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est assez incompréhensible, quoi. Donc, oui, se former réciproquement des deux côtés aux disciplines de l'autre, bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'avec la technicité que ça va réclamer, ça suffira. Donc, je crois qu'il faudra aller vers des équipes de plus en plus mixtes. Bonjour, merci à tous pour les différents apports et les interventions. J'avais une question par rapport à l'IA dans le Web3. Est-ce que finalement l'IA dans le Web3, ce serait pas un peu un danger pour le Web3? Parce que j'ai entendu des trucs un peu paradoxaux. On a parlé beaucoup de transparence, de données individuelles, d'individualisation des expériences, de récupération du pouvoir en fait par les gens. Et là en fait j'entends parler d'IA et j'entends tout le contraire. Puisqu'on parle de boîte noire, donc on n'est plus du tout dans la transparence. On parle de machines qu'on ne peut pas faire tourner sur son ordinateur. Aujourd'hui, n'importe qui, s'il veut, peut publier un site depuis un petit ordinateur portable à moindre coût. Ça coûte un petit peu, mais c'est pas énorme. Là, pour donner un ordre d'idée, l'IA de Facebook avait fuité. Hein, donc le squelette, lambda, ils avaient mis en ligne le squelette, mais les poids avaient fuité. C'est 250 gigas qu'il faut placer en RAM, en GPU. Pour donner un ordre d'idée, une carte GPU qui conviendrait, c'est dans les 20 000 euros, je crois. Donc il faudrait un peu plus de 120 000 euros juste pour la charger. Même pas vraiment la faire tourner, juste pour la charger. Bon, je peux pas vraiment avoir ça dans mon garage ou dans ma cave. Donc voilà, est-ce que... et puis, on revient forcément à des grosses entreprises qui ont les compétences, les capacités, un nombre d'experts assez réduit finalement, qui sont capables de mettre au point, d'entraîner correctement, d'auditer ces choses-là, et qui, bon, ça a été évoqué, ont un langage qui est à peu près incompréhensible par le commun des mortels. Alors que, à l'inverse, je vois de plus en plus d'outils no-code, si on veut développer son propre site, etc. Donc ça devient d'un côté un Web3 qui, en tout cas, se prétend dans les grandes lignes de plus en plus accessible, de plus en plus transparent, de plus en plus démocratique. Et de ce que j'entends là, une IA qui fait plutôt le contraire. Alors, alors moi, je ne suis pas convaincu que le Web 3 soit de plus en plus démocratique, hein. Moi, je pense que l'autorégulation peut conduire aussi à une grande anarchie qui est très loin de la démocratie. La démocratie, c'est quand même l'élection d'un certain nombre de représentants en qui on a confiance pour mener un pays.
Votre question est assez vaste en fait et pleine de sens sur les capacités qu'on va avoir les uns les autres à utiliser le Web 3.0, notre dépendance au GAMAM ou autre par les capacités de calcul. C'est des enjeux de souveraineté aussi que vous soulevez, parce que moi je me souviens d'une discussion avec quelqu'un avec qui je faisais ma thèse, qui est aujourd'hui à l'université, et qui me dit tu sais, si tu veux travailler sur la parole, la reconnaissance de locuteur, va chez Meta ou Google, parce que dans les labos c'est fini. On n'a plus les données, on n'a plus les capacités de calcul, on n'a plus tout ça. Donc c'est assez inquiétant quand même de voir qu'aujourd'hui tout ça est déporté chez les géants du numérique. Donc il y a c'est vrai une forme de paradoxe entre cette liberté du Web 3.0, la capacité à être outillé pour l'utiliser, mais ça je pense qu'on y arrivera parce que le hardware ou même le software c'est toujours adapté à l'usager, parce que le cœur de cible c'est le citoyen. Donc ce n'est pas la grosse entreprise. Donc ils arriveront toujours à faire des modèles qui touchent le citoyen. Mais ça va être extrêmement compliqué, effectivement, à gérer. Et la réglementation, c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle soit à la hauteur, parce que sinon elle ne sera pas respectée. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la loi Adopi. On n'a pas le droit de télécharger. Tout le monde continue à télécharger. Donc on explique aux citoyens qu'être délinquant, c'est pas très grave. Parce qu'on transgresse la loi et finalement, il n'y a pas tellement de sanctions. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète avec quelque chose comme la IAIAC, par exemple, c'est qu'on entraîne les gens à transgresser la loi par des utilisations du Web 3.0 qui permettront de faire plein de choses et que ce soit difficile. Donc ce n'est pas complètement une réponse à votre question, mais je partage en tout cas une partie de votre inquiétude. Et sur la boîte noire, pardon, on développe, je ne sais pas si je l'ai dit, en gendarmerie, on développe nos algos en interne pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Même si on achète des solutions du commerce, on est capable de challenger les solutions du commerce avec ce qu'on a développé. Juste une remarque par rapport à ce que vous disiez sur le hardware. Je ne sais pas si le débat il est là réellement, ou la capacité à charger l'IA de Meta. Aujourd'hui, on peut avoir accès à des ordinateurs quantiques qui nécessitent énormément de technologies lourdes avec des gros investissements. On y accède online. Les universités aux États-Unis y accèdent online, en SaaS, en accès à distance, sans avoir nécessairement les infrastructures en interne. Donc pour l'IA, c'est pareil. Je pense qu'on pourra rapidement accéder, et on peut déjà avec DALL-E, avec ChatGPT, accéder à des choses où on n'a pas forcément les moyens de mettre en place des infrastructures ou d'utiliser on-site. Oui, une dernière question pour rester dans les temps. Un commentaire pour réagir, parce que je suis assez enthousiaste sur ce dernier sujet. Concernant les ordinateurs quantiques, les modèles mathématiques permettant de faire les opérations de calcul sont encore très très limités, donc on a un peu de temps. Sur l'intelligence artificielle et le Web 3.0, depuis une douzaine d'années, on est sur effectivement des modèles mathématiques qui sont complexes et qui demandent beaucoup de ressources, autant en calcul qu'en données. C'est le deep learning. C'est vraiment, en général, quand on parle IA aujourd'hui, on l'assimile à du deep learning, mais c'est pas le seul type d'algorithme qui existe. Et donc le Web 3.0, avec la décentralisation, avec justement l'articulation autour du pointage sur la donnée, permet, au lieu de faire du big data, de faire du smart data. Et donc, dans ces prochaines années, on aura de nouveaux algorithmes qui permettront de nouveaux usages avec de nouveaux types de jeux de données. Et tout est encore à construire. Bien, merci pour cette dernière remarque. Donc, je vous invite donc à quitter les nourritures intellectuelles et je crois que notre président veut dire un petit mot. Oui. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir animé ces débats. Merci à tous les intervenants. J'ai l'impression que le micro fonctionne. Ce que j'ai entendu, pour finir, avant de vous inviter pour le cocktail, c'est qu'il y avait une nécessité de faire discuter, comme vous l'avez dit, mon général, les personnes qui sont compétentes dans la technique et les juristes, et que justement, c'est l'objet même de Cyberlex. Donc, au-delà de votre présence aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre pour que notre association continue à vivre et à se développer. Comme je me répète, mais c'est pour la bonne cause, on organise une réunion mensuelle sur ce type de sujet pour développer ce type de réflexion, et vous y êtes les bienvenus. Et puis aussi, je vous invite d'ores et déjà pour les rencontres annuelles de 2024, l'année prochaine, que nous avons fermement
l'intention d'organiser sur un sujet qui reste à traiter, mais venez encore une fois nous rejoindre Cyberlex pour participer au choix de ce sujet. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup de votre attention et surtout merci beaucoup au panel, à tous ceux qui sont intervenus et principalement à Sylvie pour cette animation. Tout a été enregistré.